Depuis sa maladie, survenue le 24 octobre, Ali Bongo est revenu 48 heures à Libreville pour présider la cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement. 15 jours plus tard, un réaménagement a mis à l'écart 3 ministres, dont le ministre de la Défense et de la Sécurité, un proche du président de la République. Maïs Moussi, bonjour. Bonjour madame. Quelle interprétation faites-vous de ce réaménagement au sein du gouvernement, qui est la preuve qu'au sein du clan Bongo, les lignes bougent? Je note pour le regretter qu'il y a comme une forte instabilité au sommet de l'État. Et le réaménagement du gouvernement, seulement une dizaine de jours après qu'il ait été mis en place, en est la preuve la plus flagrante. Qu'est-ce qui a bien pu se passer en 2 semaines pour que le ministre de la Défense qui a été nommé une dizaine de jours auparavant, le ministre des Mines qui a été nommé une dizaine de jours auparavant et le ministre de l'Agriculture soient mis de côté? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Quel risque on peut prendre lorsqu'on sait que dans ce pays, 3 semaines auparavant, il y a eu une tentative de coup d'État? Il faut rappeler quand même que le Gabon n'a pas connu de tentative de coup d'État depuis 1964. Donc c'est à croire que ça ressemble à une sorte d'amateurisme qui ne dit pas son nom et qui envoie un très mauvais signal aux gens qui regardent ce pays, aux gens qui investissent dans ce pays et aux Gabonais eux-mêmes quant à la gestion et au pilotage de l'État au plus haut sommet. Une femme, Rose Christiane Osukar Aponda, est nommée à la tête du ministère de la Défense et de la Sécurité. On l'a dit proche de la présidente de la Cour constitutionnelle. Et bien que cette dernière s'en défende, elle apparaît de plus en plus comme la régente. On constate tous qu'il y a comme deux présidents de la République dans le pays. On a Ali Bongo, dont on a finalement peu de nouvelles, et Marie-Madeleine Boroncho, qui est présidente de la Cour constitutionnelle. On constate effectivement qu'un certain nombre de ses proches accèdent à un certain nombre de responsabilités stratégiques. Je veux noter aussi que la Est-ce que ce n'est pas le clan Bongo qui resserre les rangs, on a toutes le les... noyau dur du clan Bongo? Mais ça a toutes les apparences de cela. D'autant que de plus en plus, on est dans un mélange de genres. J'aime à rappeler que Mme Marie-Madeleine Boroncho est la présidente de la Cour constitutionnelle. Et à ce titre, elle devrait se limiter au cadre de ses fonctions. Or, la République gabonaise, selon l'article 5 de la Constitution, est organisée selon le principe de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Sur l'année 2018, on a constaté que la Cour constitutionnelle, qui est le pouvoir judiciaire, a eu s'est auto-donné des prérogatives qui relèvent de l'exécutif et du législatif. En modifiant l'article 13 notamment. En modifiant l'article 13, en réécrivant la Constitution, ce qui est une prérogative du pouvoir législatif et donc du Constitution, mais aussi un peu plus tôt dans l'année, en démettant le gouvernement, qui est une prérogative du président de la République. Et donc on se retrouve avec une sorte d'institution hybride. On nous explique que Mme Marie-Madeleine Boroncho et son institution le font pour préserver la Constitution et pour préserver la République, mais je constate qu'on a une préservation de la Constitution à géométrie variable. Il y a quelques jours, le président de la République a pris des décrets par lesquels il nommait l'ancien Premier ministre au poste de médiateur. Il me semble que l'article 20 de la Constitution est tout à fait clair. Les fonctions, les nominations dans la haute fonction publique ne peuvent se faire que par un décret pris en Conseil de ministres. Or, on n'a pas eu de Conseil de ministres au Gabon depuis le 16 novembre, depuis 2 mois. Ça laisse penser que, oui, Madame Marie-Madeleine Boroncho se comporte comme une régente et ça laisse penser qu'il y a comme une volonté de préserver et de resserrer les rangs autour du clan Bongo pour faire main basse sur le pouvoir exécutif. Et c'est regrettable. Il n'y a pas eu, comme vous le rappeliez à l'instant, de Conseil des ministres depuis le mois de novembre. Le dernier avait été présidé par le vice-président. Pensez-vous qu'il a encore mandat pour tenir le prochain Conseil des ministres? Si on lit l'article 13 modifié et réécrit selon les vœux de Mme Boroncho, il n'en a pas le droit. C'est-à-dire pour présider à nouveau un conseil de ministres comme ça s'est fait le 16 novembre, ils doivent retourner devant la Cour constitutionnelle, présenter un ordre du jour que celle-ci doit préalablement valider. Vous voyez, une cour de justice qui valide l'ordre du jour du Conseil des ministres, qui est la réunion au sommet de l'exécutif, ça fait un peu désordre. Et ensuite, éventuellement, il pourrait. Mais il y a une autre possibilité, qui est le fait que le président de la République signe une habilitation express au vice-président de la République. Mais tout cela, voyez-vous, dénote en fait d'une difficulté qui, de mon point de vue, devrait faire en sorte que les responsables de ce pays s'asseyent un instant, acceptent qu'il y a une vacance de pouvoir au sommet de l'État. On ne peut pas diriger un pays par WhatsApp.
On ne peut pas diriger un pays avec une télécommande depuis Rabat. Le fonctionnement normal d'un pays nécessite une présence de tous les instants. Et personne ne peut croire que dans un pays comme le Gabon, un pays qui est aussi complexe, où les attentes des populations sont aussi importantes, un homme, fût-il Ali Bongo, puisse diriger ce pays pendant plusieurs mois en étant quelque part à Rabat où il poursuit et il a le droit de poursuivre sa convalescence. Alors, 2 mois après les législatives, l'Assemblée nationale a été finalement installée. Le Parti démocratique gabonais d'Ali Bongo y détient la majorité. Mais quel rôle peut encore jouer cette Assemblée nationale dans un contexte politique aussi délétère depuis le mois de novembre? Écoutez, c'est une question extrêmement pertinente. Du point de vue de la Constitution, l'Assemblée nationale a 3 missions. Voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Dans les conditions d'aujourd'hui, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, elles ne sont pas en capacité, ces chambres, d'assumer leur mission. Étant entendu que nous avons une question que, je crois, la plupart des Gabonais se posent et sur lesquelles ces 2 chambres sont incapables de se prononcer. La question de la présence du chef de l'État dans ses fonctions, dans ses prérogatives et en assumant au quotidien ses fonctions est une vraie question. Et ces 2 chambres, d'abord les bureaux de ces chambres, les présidents de ces institutions et les parlementaires qui s'y trouvent, font comme si le pays fonctionne normalement, nous sommes en pilotage automatique, tout va bien et on fait comme si c'est une situation qui n'existe pas. Et comment Ça expliquez-vous agace. le silence et le mutisme, plutôt le mutisme de l'opposition gabonaise, y compris à l'Assemblée nationale? Alors, l'Assemblée nationale, le mutisme, il faut dire que l'opposition est sortie quand même des dernières Très élections affaiblie. très affaiblie. Et il n'y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale aucun leader dit historique plus ou moins de l'opposition. Jean Ping n'est pas à l'Assemblée nationale, Guy Zoubandama n'est pas à l'Assemblée nationale. Mais il a des Baro Chambrier. représentants, il a 11 députés. Oui. Aujourd'hui, il apparaît comme le leader de l'opposition. Alors, moi, je ne me prononcerai pas sur les jeux de positionnement au sein de l'opposition pour savoir qui est leader, qui n'est pas leader. Moi, je pense 11 députés à l'Assemblée nationale, ce n'est pas si mal. Oui, certains vous rétorqueront que Jean Ping a remporté l'élection présidentielle, on la lui a volée. Donc, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Moi, ce qui m'importe et ce que je constate, c'est que les responsables de l'opposition ont manqué à leur devoir en n'arrivant pas à asseoir un minimum d'unité pour faire converger leurs vues vers les vues des populations. Qu'aurait-il fallu faire? Je n'ai pas de solution magique, mais on m'a appris que mieux vaut être à plusieurs pour affronter un régime comme celui-là avec toutes les violations constitutionnelles que l'on peut constater, plutôt que d'être chacun isolé dans son coin. Je constate aussi que ces leaders, lorsqu'ils se sont mis ensemble au moment de l'élection présidentielle, En ils ont 2016. réussi effectivement à ébranler le régime. On parle d'un pays extrêmement complexe, madame. En 2009, la dette du Gabon était de l'ordre de 1200 milliards à peu près. Au moment où je parle, la dette du Gabon est autour de 5000 milliards. Ça veut dire qu'on a multiplié quasiment par 5 la dette de l'État. Même si les responsables du gouvernement nous disent que la dette est bien gérée, je constate que les mêmes qui disent que la dette est bien gérée sont les mêmes qui annoncent qu'il faut faire un audit de la dette. Donc je ne comprends pas pourquoi il faut auditer une dette si cette dette elle est bien gérée. C'est en cela que j'interpelle les uns et les autres de prendre leurs responsabilités pour faire en sorte que ce pays ne finisse pas en lambeaux. Alors, sur la situation au Gabon, on n'entend ni l'Union africaine, ni les organisations sous-régionales. Comment vous expliquez cela? Vous avez souvenir que l'Union africaine a déjà pris une position courageuse quand il s'agit de défendre la démocratie dans un pays d'Afrique centrale. On a l'impression que nous sommes dans des pays où on a des syndicats de chefs d'État qui sont là et l'Union africaine est complètement inaudible. On peut dire la même chose pour ce qui concerne la France ou pour la communauté internationale. Moi, j'ai acquis une conviction. Le destin des Africains et les solutions aux problèmes africains ne viendront que des Africains eux-mêmes.
cette idée d'attendre toujours une intervention de je ne sais qui a ses propres intérêts pour résoudre les problèmes C'est pour ça que je vous parlais de l'Union africaine et des organisations sous-régionales. Pour moi, l'Union africaine a échoué. Et si l'Union africaine avait une quelconque compétence en matière de démocratie dans les pays comme le Gabon, la RDC, le Cameroun, ça se saurait. Pour l'instant, lorsqu'on parle de l'Union africaine, c'est toujours pour regretter son silence, comme aujourd'hui encore. Donc, moi, je pense que la solution aux problèmes des Gabonais, ce sont les Gabonais qui vont y apporter une réponse. De même, la solution aux problèmes camerounais viendra principalement. Alors, quelle solution pour sortir de l'impasse gabonaise? La première réponse, madame, de mon point de vue, c'est d'abord de respecter la Constitution. C'est le ciment de la nation. Aussi imparfaite qu'elle soit, c'est l'élément de base sur lequel on construit notre vivre ensemble. Respecter la Constitution veut dire accepter que lorsqu'il y a une situation exceptionnelle comme l'absence du président de la République, on le constate. Le président de la République peut... Mais il y a eu un déni, vous vous en souvenez bien. Dès le début, il y a eu un déni. Mais madame, je ne vais pas vous dire, pour répondre à votre question, Gabonais, prenez les armes et allez déstabiliser votre pays. Ce n'est pas ma façon de concevoir les choses. Je pense qu'il y a encore dans ce pays un minimum de patriotes, en tout cas je l'espère, qui sont en capacité de faire entendre raison aux gens qui se présentent comme des jusqu'au-boutistes. Madame, je rappelle, le Gabon n'a pas connu de tentative de coup d'État depuis 1964. Le président de la République en fonction... Lorsque Léon Mba a été réinstallé par le général de Gaulle. Le président de la République en fonction, qui a failli être déposé par un coup d'État, n'a même pas pris la peine de faire un petit message pour, il n'y a pas eu de réaction. Pour féliciter son armée d'avoir préservé son pouvoir. Et on nous dit que c'est normal. Je n'ai pas le souvenir d'un seul pays en Afrique où quelque chose comme ça se soit passé. C'est pour ça que je pense qu'il faut un moment s'arrêter. Le pouvoir pour le pouvoir, ça ne sert à rien. Il s'agit de la vie des Gabonais, il s'agit de l'avenir de la nation. Et donc, et je vais le dire parce que Mme Bouroncho aujourd'hui joue un rôle important dans le pays. Mme Bouroncho, les personnes qui sont en situation de responsabilité, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le directeur de cabinet d'Ali Bongo ou les responsables de l'opposition, à un moment, il faut arrêter, il faut trouver des solutions pérennes et définitives. Si ça passe par la mise à plat des institutions, si ça passe par la mise de côté d'Ali Bongo, pour une fois, je crois, j'accepte de le dire sans réserve. Mais il faut que tous reconnaissent qu'il y a une vacance du pouvoir. Or, ils ne s'entendent pas sur ce terme-là. Je crois que Mme Bouroncho, le Premier ministre et tous les autres ne sont pas plus idiots que les autres. Je crois que chacun sait en conscience que nous sommes en situation de vacance de pouvoir. Je veux d'ailleurs souligner que dans cette période, on a tout eu, y compris des mensonges d'État. Parce que jusqu'à présent, on nous avait dit qu'Ali Bongo, il avait une fatigue sévère, puis une fatigue légère, avant que les Gabonais apprennent, grâce à la presse internationale, qu'il a fait un AVC. Ça s'appelle un mensonge d'État. Je crois qu'à un moment donné, lorsqu'on aspire à des fonctions et à diriger un peuple, il y a des bases. Et la vérité n'est pas la moindre. Donc, moi, je ne demande pas que X ou Y soit mis au cachot. Je demande qu'on respecte la Constitution et qu'on respecte le peuple gabonais. Parce qu'à force de tirer sur la corde, on pourrait créer des situations qui sont inextricables. Et ça, personne ne veut cela. Maïs Moussi, merci. Mais c'est moi.